Le 4 quarts politique de la semaine, une émission hebdomadaire du dimanche matin avec nos intervenants cette semaine, David Revaud-Dallon, le journal du dimanche, Michel Taubman, politique internationale, Anne-Sophie Seban, géopoliticienne et directrice de l'American Jewish Committee. On va commencer évidemment par les attentats de vendredi à l'aéroport de Kaboul. On parlera de la visite de Naftali Bennett aux USA. On parlera aussi avec David Revaud-Dallon qui va nous rejoindre de la rentrée politique. Anne-Sophie Seban, bonjour. Bonjour. Michel Taubman, bonjour. Bonjour. Alors, on va donc commencer naturellement par cette double explosion à Kaboul qui a fait des centaines de morts et de blessés, dont 13 militaires américains tués à l'aéroport, et ce qui modifie totalement les conditions de l'évacuation. C'est un choc pour l'Amérique, c'est un choc pour le monde entier, Michel Taubman, et dont on n'a pas fini de voir les conséquences sur l'image de l'Amérique dans le monde. Oui, écoutez, pour quelqu'un comme moi qui a toujours été partisan du droit d'ingérence et qui est d'une génération qui a soutenu l'intervention au Kosovo, puis l'intervention en Afghanistan, et y compris, je dois l'avouer, l'intervention en Irak, c'est évidemment un événement qui interpelle, qui pose des questions sur ce type d'intervention, sur tout ce qui s'est passé depuis 2001, sur la manière de lutter contre le terrorisme, sur la manière de lutter contre l'islamisme. Mais pour revenir quand même à l'actualité la plus récente, c'est vrai que les Américains, à un moment donné, avaient décidé de se retirer et on ne peut que les comprendre puisque les Français s'étaient retirés depuis plusieurs années. C'est pas nous qui pouvons, de ce point de vue-là, les critiquer. Le retrait américain est une chose, la négociation avec les talibans est autre chose. Et ça, c'est une œuvre de Donald Trump, il faut le dire aujourd'hui, parce que même si Donald Trump a beau jeu de critiquer Joe Biden, la décision de négocier avec les talibans et de donner le pouvoir aux talibans, c'est une décision de Donald Trump. Et Joe Biden, lui, a mis en musique de manière opérationnelle et de manière... force est de constater que c'est un échec. C'est-à-dire que, personnellement, je n'irais même pas ici remettre en cause le fait que les Américains se sont retirés d'Afghanistan. Ça leur a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de morts. Mais là, au point où on en était, il fallait évidemment anticiper et préparer autrement ces opérations de départ et d'évacuation. Et peut-être au moins garder une base, garder des moyens militaires pour intervenir là-bas. Alors vous dites mis en musique, c'est vite dit parce qu'on a pu entendre. Alors Anne-Sophie, vous qui l'expression est peut-être mal choisie, mais disons, oui. c'est non, mais je veux dire, on a vu surtout un président très affaibli, dans la compassion, dans une sorte de résignation, qui annonce encore que de nouveaux attentats vont se produire dans les heures qui viennent. Et comment vous expliquez cette atonie de l'exécutif américain, Anne-Sophie Seban? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue du discours, je crois que ce qu'on a vu dans les déclarations du président américain, c'était un petit peu étonnant. Et effectivement, venant de l'Amérique, première puissance mondiale, on s'attend quand même à un discours un peu plus ferme, vraiment juste après les attentats, à un discours vraiment de fermeté, de force finalement à démontrer face aux talibans et face à l'État islamique qui a revendiqué les attentats. Donc ça, effectivement, c'est étonnant. Je pense qu'il faut vraiment que le président change de ton dans le discours. Et ensuite, pour le retrait de l'Afghanistan plus généralement, ce que ça démontre, je crois, même si ce retrait était attendu, il y a eu plusieurs étapes, etc., c'est que dans la date qui a été donnée du 31 août, on voit bien qu'il y a davantage des intérêts politique que de la grande stratégie derrière. Et ce qui est un petit peu, je crois, décevant, c'est que l'administration Biden, malgré les événements sur place, a décidé de s'en tenir à cet objectif-là qui avait été annoncé, alors que peut-être qu'il aurait été préférable de réfléchir davantage à comment organiser cette sortie, parce que si effectivement l'opération en Afghanistan n'a peut-être pas atteint les objectifs initiaux, c'est évident, tout le monde l'a dit, on le sait, etc. Il y a quand même eu des gains
qui ont été faits sur le terrain en matière d'éducation des jeunes filles, de liberté, etc. Et ce qui a été gagné aurait pu être mieux protégé, je crois, par les États-Unis en organisant mieux ce départ. Et ne serait-ce qu'au nom de tous les soldats qui sont morts en Afghanistan, je crois que ce qui a été gagné aurait pu être mieux protégé. Et ce qu'on voit aujourd'hui est vraiment déplorable. Alors, la date du 31 août va compliquer les choses pour tout le monde, y compris pour les Français. On imagine que le retrait va s'arrêter là et on va passer par d'autres canaux. On a entendu aujourd'hui le président de la République en parler. Comment dire? Comment vous voyez les choses à partir du 31 août? Est-ce que on va rentrer dans une zone de chaos en Afghanistan? Les tensions internes aux talibans, l'État islamique, Al-Qaïda, les menaces de conflits militaires avec le Panchir du commandant Massoud, ça fait beaucoup de difficultés, Anne-Sophie. Oui, d'ailleurs, d'une certaine manière, je lisais ça dans certaines analyses sur les attentats. Ces attentats qui ont eu lieu à l'aéroport de Kaboul signent un peu le début d'une nouvelle guerre, finalement. Et une guerre interne qui va être menée entre les différentes factions. Il y a des divisions au sein des talibans. Et il y a surtout une concurrence aujourd'hui qu'on voit très nettement dans la propagande des différents groupes terroristes pour prendre le crédit de ce départ des États-Unis, de crier victoire face aux États-Unis. Donc il y a ISIS, donc l'État islamique en Afghanistan, qui se positionne et qui se positionne vis-à-vis de l'allié principal des talibans localement, qui est Al-Qaïda. Et on voit très bien comment cette guerre est déjà lancée. Il risque d'y avoir d'autres attentats et ça risque d'être très compliqué et d'être très sanglant sur place. Michel Taubman. Alors, mon expression mise en musique était maladroite, mais je dirais plutôt la mise en œuvre. La mise en œuvre de la stratégie de Donald Trump a été faite par Joe Biden et c'est un désastre. Il aurait pu mettre en œuvre autrement cette stratégie. Ce qui est apparu l'autre jour avec cette déclaration de Joe Biden, très en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un leader américain, c'est le terrible leadership des États-Unis qui a commencé pour moi avec Donald Trump. C'est un autre type de problème. Donald Trump, le fait que Donald Trump soit arrivé au pouvoir aux États-Unis était un problème. C'était la preuve d'une crise de la classe politique américaine et le fait que pour remplacer Donald Trump, on soit allé chercher Joe Biden, c'est-à-dire un homme politique blanchi sous le harnais, qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup de qualités personnelles et beaucoup d'intelligence, mais qui est au bout du rouleau, c'est évidemment le signe que cette crise n'est pas surmontée. Et donc, ce qui s'est passé... Et qui est remise en cause aujourd'hui, puisqu'il y a des appels à la démission ou à la destitution du président américain. C'est la politique politicienne, mais il n'y a pas d'élément légal, il n'y a pas d'élément pénal pour le remettre. Il n'y a pas de crime pénal, il n'y a pas de... Je veux dire, voilà, c'est juste un choix politique. Mais il y a une crise politique à la direction des États-Unis. En même temps, pour l'instant, le retrait des Américains d'Afghanistan est soutenu par une majorité relative, mais des Américains. Ça s'inscrit dans le choix fait par Obama, puis Trump, puis Biden, une continuité de se retirer du Moyen-Orient pour se consacrer à l'Extrême-Orient et pour se consacrer principalement à la rivalité avec la Chine. En même temps, on doit quand même souligner que ce qui s'est passé, la manière dont ce retrait s'est fait, ça ne va pas rassurer les habitants de Taïwan et ça renforce évidemment politiquement, psychologiquement, les ennemis de l'Amérique. Je parle de la Chine, je parle de la Russie, je parle de l'Iran, et je parle aussi de tous les groupes djihadistes dans le monde entier. Le Hamas a chanté victoire. Alors après, il y aura d'autres épisodes. La guerre n'est pas terminée. L'Amérique garde son potentiel militaire, sa puissance industrielle, son avance sur le plan de la recherche et de la technologie. En même temps, c'est une défaite pour l'Amérique, pour le monde occidental et aussi pour ceux qui, dans le monde musulman, adhèrent non pas à l'Occident, parce qu'on réduit tout ça, on confond souvent impérialisme et universalisme, mais un certain nombre de valeurs qui sont universelles, qui sont l'égalité des hommes et des femmes, le droit à travailler pour les femmes, le droit à la liberté de conscience, etc. Ils sont minoritaires en Afghanistan, car s'ils avaient été majoritaires, les choses auraient tourné autrement. C'est une défaite politique avant d'être une défaite militaire. C'est que la majorité des Afghans
au-delà de l'élite qu'on voit à Kaboul et qu'on doit accueillir aujourd'hui chez nous, la majorité des Afghans n'a pas adhéré à ce projet de changement de nation. Et c'est ça qui doit nous interroger. C'est une défaite pour l'Occident, c'est une défaite pour tous ceux qui aiment la liberté dans le monde musulman, auquel ils font penser. Et évidemment, la guerre n'est pas terminée. Et George Bush fils avait dit en 2001, la guerre contre le terrorisme va durer 30 ans. On en est à la 20e année et malheureusement, je pense qu'elle durera peut-être plus longtemps que 30 ans. Avec quand même, vous ne l'avez pas listé dans votre série de conséquences à partir du 31 août. Ce qui est étonnant quand même, c'est le renversement des alliances. C'est-à-dire les talibans, on a l'impression qu'ils sont devenus des alliés de l'Amérique face à la menace terroriste. Non, mais pour nuancer aussi ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi rappeler que les États-Unis ont encore une marge de manœuvre face aux talibans et on a encore les moyens de faire pression. Certes, ils ont repris le pouvoir, etc. Et maintenant, c'est un gouvernement qu'on peut mettre face à ses responsabilités. Il ne faut pas oublier que l'Afghanistan vit sous perfusion de l'aide américaine, de l'aide européenne, de l'aide du Japon, et que sans cette aide, l'économie afghane va totalement s'effondrer. Tout le secteur public, l'éducation dépend de cette aide-là. Donc les États-Unis et l'Occident, malgré ce retrait, a encore les moyens de faire pression et doit aujourd'hui, je crois, se mobiliser pour envisager tous les moyens de sanctions, d'actions à mener pour faire pression sur les talibans. Le G7, l'OTAN, l'Europe doivent s'organiser pour évidemment d'abord évacuer ceux qui restent encore sur place et qui doivent être évacués. Il reste encore plus de 1000 Américains sur place. La deadline, c'est le 31 août, c'est dans 2 jours. Ça va être quand même compliqué. Et ensuite, pour mettre en place un mécanisme de pression, de sanctions face aux talibans pour les mettre devant leurs responsabilités. Alors, on va marquer une pause et rester avec nous. On va parler dans un instant du voyage de Naftali Bennett à Washington et de l'annulation du voyage en Israël d'Angela Merkel. Restez avec nous, le 4K revient dans un instant. Le 4 politique de la semaine avec David Revaud-Dallon qu'on va retrouver dans quelques instants, avec Michel Taubman et Anne-Sophie Seban. La visite de Naftali Bennett à Washington ce week-end, avec la volonté affirmée de la nouvelle équipe au pouvoir en Israël de retisser des liens avec les démocrates. Cette visite s'est trouvée perturbée par l'attentat de Kaboul. Elle est ratée de ce point de vue, Michel Taubman? Oh, écoutez, non, je pense que ça n'a rien à voir. Je veux dire, la visite, évidemment, elle a moins d'éclat, elle a moins de présence, elle a moins de visibilité médiatique. Mais ce qui est important, c'est que la visite de Naftali Bennett à Washington, il a rencontré les principaux dirigeants américains, et pas seulement le président. Ça signe la réconciliation entre Israël et la nouvelle administration démocrate. Je rappelle qu'il y avait évidemment un lien totalement de frères siamois entre Netanyahou et Trump. Donc il y avait une relation bilatérale qui était dans la fusion. Mais une fois que Trump est tombé, on était dans une situation de crise, comme on n'en avait jamais connu entre Israël et les États-Unis, puisque Netanyahou avait totalement misé sur les républicains au détriment des démocrates. Il était allé jusqu'au Congrès du temps d'Obama pour dénoncer la politique du président Obama sur la question iranienne. Et donc là, on a une réconciliation, mais qui se fait sur des bases différentes, puisque la situation étant différente par rapport à la crise iranienne, les Américains ont fait un pas en avant vers Israël. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le conflit entre Israël et les États-Unis, avec Biden, je ne parle pas de Trump, le conflit portait sur la question de l'accord. Fallait-il uniquement privilégier la voie diplomatique, comme le font les Américains, ou comme voulaient le faire les Américains, ou envisager le plan B, comme dit Benny Gantz, c'est-à-dire une solution militaire, ou alors appuyer la solution diplomatique par des solutions militaires, ce qui a toujours été la position israélienne, qui ne cesse d'ailleurs de pilonner les positions iraniennes en Syrie et qui ne cesse de faire des attaques, des cyberattaques ou des sabotages à l'intérieur de l'Iran contre le programme nucléaire. La situation a changé. Et je dirais... Blinken dit maintenant qu'il n'y a pas
que la solution Voilà, diplomatique. c'est ça qui est nouveau. C'est que là, on a une coordination des positions, une coordination entre Israël et les États-Unis, un rapprochement. Et ce qui s'est passé en Afghanistan, ça va peut-être contribuer à durcir la position américaine. Parce que, souvenez-vous, après l'intervention, après le 11 septembre, les Américains ont réagi, ils ont peut-être surréagi. Ils ont surréagi non seulement en attaquant l'Afghanistan, mais en attaquant l'Irak. Il est possible, il sera peut-être nécessaire que sur un dossier qui est beaucoup plus important pour les intérêts américains, parce que la bombe nucléaire iranienne, c'est bien plus important que le dossier Afghanistan, où, il faut le rappeler, aucun intérêt vital américain, à part la question du terrorisme, mais sur le plan économique, il n'y avait pas d'intérêt vital américain qui était mis en cause, en tout cas pour les Américains, puisque les conséquences seront peut-être quand même dramatiques. Mais là, paradoxalement, la faiblesse américaine sur le dossier afghan va peut-être entraîner un durcissement américain sur la question iranienne. D'autant que, pour reprendre un mot du journal Le Monde qui parlait du voyage de Bennett, Le Monde qui n'est pas soupçonnable de pro-israélisme, et qui dit « Au Proche-Orient, Washington n'a aucun intérêt maintenant à négliger ses rares amis ». C'est-à-dire, bon, il y a un rapprochement avec Bennett parce que on préfère bien, enfin, les Américains aujourd'hui, démocrates américains préfèrent Bennett à Netanyahou, mais il y a un rapprochement aussi parce que on ne peut pas avoir que des ennemis. Il faut quand même raffermir avec les rares amis au Proche-Orient dont disposent les États-Unis aujourd'hui. Bah oui, oui, bien sûr. Et puis au-delà de la situation en Afghanistan, on voyait bien que sur le dossier iranien, ça commençait quand même à bloquer et redonner vie à l'accord nucléaire ou du CPOA semblait de plus en plus compliqué. Et c'est ça que veut dire, je crois, le président américain lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, la voie privilégiée demeure la voie diplomatique, mais qu'ils envisagent d'autres options. Quelles sont ces autres options ? On peut déjà les lister, c'est-à-dire si on considère que le JCPOA peut plus être remis en vie, ça voudrait dire pourquoi pas une nouvelle batterie de sanctions. Ça veut dire aussi soutenir la stratégie israélienne qui a des moyens de renseignement, des moyens de rétorsion contre les installations iraniennes, de soutenir ces initiatives par une pression financière très forte sur l'Iran et par éventuellement aussi envisager la force. Et ça, c'était pas envisageable il y a encore quelques temps. Et là où j'ai été étonnée dans la déclaration de Bennett pendant la conférence de presse, et lorsqu'il dit qu'ils se sont mis d'accord sur les deux objectifs aujourd'hui sur l'Iran. Et le premier objectif cité par Bennett, c'est de contenir la menace iranienne régionale, avant de parler d'empêcher évidemment l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Et c'est vrai que jusque-là, que ce soit dans le discours des Européens comme des Américains, le nucléaire était toujours avancé en premier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait l'accord nucléaire avant de s'adresser aux autres questions. C'est pour ça qu'il est critiqué d'ailleurs par Israël et par d'autres. Et voilà, et c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'il y a eu un revirement ? Le président américain ne l'a pas présenté de cette façon-là. Hein. Et à voir aussi comment les Européens vont réagir et s'il peut y avoir un alignement qu'on n'avait pas eu jusque-là, plus fort entre les Européens et les Américains pour prendre davantage en compte cette menace régionale et d'avoir de vrais moyens de la contrer avant de parler du nucléaire. En tout cas, que les deux soient menés de front. Jusque-là, ce n'était pas vraiment le cas. Michel Thauvin. Oui, alors il faut évidemment essayer modestement de voir plus loin parce que beaucoup des éléments nous échappent et on aurait été ici il y a un mois, peut-être Anne-Sophie, mais moi je n'aurais pas été capable de prévoir les conditions dramatiques de l'évacuation de Kaboul. Donc on ne peut pas prévoir l'avenir, mais simplement je veux dire que l'antidote à ce qui se passe en Afghanistan, ce sont les accords d'Abraham. C'est-à-dire que face à la poussée inquiétante de l'islamisme en Afghanistan, face au durcissement iranien, face à la pression et à la mainmise de la Chine. Les Iraniens d'ailleurs qui veulent plus discuter. Ben oui, la Chine et la Russie bon, il y aura aussi une bagarre entre eux et la Turquie qui va maintenant régenter. On leur souhaite bien du plaisir aussi pour régenter les conflits au sein de l'Afghanistan, parce que c'est dans leur ère d'influence d'aujourd'hui, c'est de moins en moins dans l'ère d'influence occidentale. Par contre, les accords d'Abraham montrent une autre voie, qui n'est pas une voie impérialiste, qui n'est pas une voie de domination ou d'imposition d'un modèle occidental, mais qui est une voie de coopération entre Israël
les pays arabes, accords d'Arabes au sens large, y compris la normalisation avec le Maroc, qui est très importante, de normalisation, de paix, d'échanges économiques, d'échanges culturels, dans le respect de ce que sont ces pays et de la souveraineté de ces pays. Et c'est un modèle qui va se renforcer face à la menace iranienne, car Bennett était là-bas à Washington, porte-parole d'Israël, mais aussi porte-parole des pays arabes, des pays du Golfe, dont Israël est quelque part aujourd'hui le bouclier. Donc on est dans une situation nouvelle. Il y a l'Afghanistan, il y a une partie du monde musulman qui va basculer encore plus dans l'islamisme, mais il y a aussi une partie du monde musulman, c'est-à-dire le monde arabe, autour du Golfe, mais aussi jusqu'au Maroc, le Soudan, etc., qui aujourd'hui aspire à la prospérité, aspire à la paix, aspire au développement. Et de toute façon, pour Israël, la question palestinienne se posera à nouveau, car il n'y aura pas de développement, d'après moi, d'approfondissement de ces accords qui sont vitaux pour Israël face à la menace iranienne, s'il n'y a pas, à un moment donné, sur la table, à nouveau, la question palestinienne. Alors, vaste programme, on ne va pas ouvrir on aura l'occasion ce d'en dossier, reparler. d'autant qu'il n'était pas... Je ne crois pas qu'il ait été au centre des conversations entre Naftali Bennett et Joe Biden. Conséquent, un mot quand même de l'un et de l'autre sur cette conséquence latérale du retrait américain de l'Afghanistan, le retrait de la vie politique de Madame Merkel. Elle a fait une visite, une tournée en Russie, en Ukraine, et elle devait terminer en apothéose par un voyage en Israël. Elle a voulu en faire d'ailleurs un symbole avant de quitter le pouvoir. Et ça aussi, ce voyage aussi a été perturbé. Il a été annulé, je crois, ou reporté, je ne sais pas. Je crois qu'il a été annulé tout simplement à cause de la crise afghane. Moi, je n'y vois pas beaucoup plus que ça. Après, les élections sont vraiment très proches. Là, en Allemagne, c'est le 24 septembre ou le 27 septembre. Donc, moi, j'y vois rien de symbole politique spécifiquement. Je crois que ça a été annulé en raison de la situation en Afghanistan, tout simplement. Michel Thoman, moi aussi, c'est dommage que Mme Merkel n'ait pas pu aller en Israël. Je crois que ça lui tenait à cœur d'aller en Israël. On sait l'importance pour Mme Merkel dans sa formation de fille de pasteur en Allemagne de l'Est, l'importance du retour du travail de mémoire sur le nazisme, sur la situation, sur le drame, la tragédie vécue par les Juifs au temps du nazisme, etc. Et l'attachement à l'existence d'Israël, qui est inconditionnel. Je dis inconditionnel de l'existence de l'État d'Israël, avec parfois des critiques de la politique israélienne, mais critiques beaucoup plus mesurées et beaucoup plus modérées que celles qu'on peut entendre de la part d'autres États européens. Alors est-ce que cette attitude très israélophile, pas seulement judéophile, mais israélophile, qui est celle d'une génération aussi, de la génération de Mme Merkel qui est née dans les années 50, est-ce qu'elle se poursuivra avec ses successeurs? Ça, c'est une vraie question. Un mot encore avant de venir à la politique française et à la rentrée politique. Un mot, 30 secondes à chacun pour dire, pour évoquer quand même ce qui se passe dans le Panchir et qui inquiète beaucoup les gens. Olivier Weber a fait ce livre, Massoud le rebelle assassiné. On va le recevoir d'ailleurs, je vais le recevoir dans Pont-Neuf le jeudi 9 septembre. C'est un hommage au commandant Massoud, 20 ans après son assassinat. Et cet hommage prend un sens particulier, naturellement, avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. On pense qu'il y a deux sacrifiés, finalement, dans tout ce qui se passe. C'est le Kurdistan et c'est le Panchir avec le fils maintenant du commandant Massoud. Et on a l'impression que ces deux causes ont été sacrifiées. C'est bien votre avis, Michel? Alors écoutez, on verra quels sont les moyens et quelles sont les possibilités de résistance du fils du commandant Massoud. Moi, je souhaite
que cette résistance perdure. Je souhaite qu'on l'aide, car ce n'est pas tout ou rien. Hein. On n'est pas entre l'intervention et la prise en charge de tout un État et l'abandon total de ceux qui ont été nos alliés, je pense qu'il y a un juste milieu et qu'on doit aider militairement ceux qui résistent aux talibans, y compris dans la perspective d'un gouvernement d'union nationale qui était quand même la perspective affichée au début par l'administration américaine. Mais il n'y aura pas d'union nationale si les adversaires modérés des talibans ne peuvent pas peser. Et donc, il ne faut pas les abandonner. Et la vallée du Panjshir n'a jamais été prise ni par les talibans, ni par les soviétiques. Donc il faut Mais ça pourrait changer malheureusement. On va marquer une pause, entendre le rappel des titres avant de parler de la rentrée politique avec David Revaud-Dallon. David Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer donc avec vous la rentrée politique. Le rythme s'accélère puisque on est à 8 mois maintenant des élections présidentielles programmées comme chacun sait, les 10 et 24 avril 2022. L'état des lieux n'a pas beaucoup changé. Emmanuel Macron reste au même niveau de popularité. Il est vrai que les Français sont encore sur des préoccupations très éloignées de la campagne électorale. Oui, les Français ne sont pas du tout rentrés dans cette campagne. On en est encore loin. On remarque que c'est quand même normal. Il y a d'autres sujets majeurs de préoccupation, d'autres priorités. D'abord, bien sûr, cette crise sanitaire qui n'en finit pas. On est là, on est dedans depuis 18 mois maintenant, plus de 18 mois, et on s'aperçoit que la quatrième vague est toujours là. Et la préoccupation actuelle, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que cette quatrième vague et ce variant Delta va mettre en péril la rentrée scolaire? Est-ce que la rentrée des élèves va occasionner un développement de la pandémie? Et puis il y a un deuxième sujet qui est toujours en toile de fond, c'est bien sûr la question économique et sociale. Pour l'instant, les indicateurs économiques sont bons. Le quoi qu'il en coûte, la politique de protection du gouvernement a permis de sauvegarder quasiment l'entièreté de l'économie française et des entreprises françaises. Voilà, simplement, est-ce que ça va durer? Bruno Le Maire a annoncé cette semaine la fin du quoi qu'il en coûte. Donc les Français, logiquement, vont pouvoir se préoccuper à nouveau de leur emploi, de leur salaire, de leur pouvoir d'achat, etc. Et puis, troisième préoccupation, qui est toujours dans l'air du temps, mais qui n'a jamais quitté les esprits des Français depuis maintenant 20 ou 30 ans, c'est bien sûr la sécurité. Question à nouveau rendue brûlante par les assassinats liés au trafic de stupéfiants à Marseille. À Marseille, donc, où se trouve le président de la République en ce moment. Alors donc, du coup, ça fait quand même beaucoup de sujets qui occupent l'esprit des Français et qui empêchent ceux-ci de se tourner vers l'élection présidentielle. On est encore à 8 mois, hein, vous l'avez rappelé. Par contre, les politiques eux-mêmes, eux, ils pensent très fort à droite comme à gauche. Et notamment, revient l'idée de primaire. Pour l'instant, on voit les écologistes plonger dans les primaires. On voit des républicains très divisés là-dessus. Et ça n'est pas l'entrée dans la course d'Éric Ciotti qui peut simplifier les choses. Alors vous qui êtes un très bon connaisseur de la classe politique, vous n'observez pas finalement, de manière générale, une désaffection vis-à-vis de ce système des primaires qui n'a pas révélé vraiment une efficacité à tout casser? C'est tout à fait juste et c'est tout à fait étonnant parce qu'il y a 10 ou 15 ans, je me rappelle, quand je suivais les campagnes électorales, les campagnes présidentielles, la primaire était considérée alors comme l'alpha et l'oméga de la modernité politique, de la méthode de sélection du meilleur candidat ou de la meilleure candidate. Je me souviens, Ségolène Royal en 2006, tout le monde s'était extasié devant des primaires, puis François Hollande avec la primaire ouverte à toute la gauche en 2011. Et enfin la droite en 2016. Bon, depuis on en est beaucoup revenu. Pourquoi? Parce que d'abord la primaire n'est pas forcément... d'abord elle n'est pas dans notre tradition, hein, c'est une tradition américaine qui a été importée et qui n'est pas forcément adaptée à notre système démocratique. Deux, il y a quand même eu une désaffection générale à l'égard des partis et du système des partis.
Bien sûr, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 l'a démontré. Donc, évidemment, un système de sélection organisé par un parti, ça perd en intérêt. Et puis, voilà, troisième élément qui rejoint votre question précédente, Shlomo Malka, c'est-à-dire que là, les gens, ils n'ont pas du tout la tête à la primaire. Et la preuve, c'est que celle qui a vraiment commencé, la primaire écologiste, elle n'intéresse personne. Et les écolos sont en train de se demander si effectivement il va y avoir des gens qui vont voter à leur primaire, parce que pour l'instant, il n'y a pas foule, il n'y a pas un débordement d'enthousiasme. Il n'y a pas foule, mais il y a déjà quelques débordements. Je pense à Sandrine Rousseau, qui a sorti un certain nombre de perles, et entre autres, Sandrine Rousseau, qui est candidate aux primaires Europe Écologie Les Verts, et entre autres cette phrase: s'il y a des Afghans potentiellement terroristes, il vaut mieux les avoir en France pour les surveiller. Oui, il faut le faire, ça. Il faut le faire, il faut le dire, mais encore une fois, ce n'est pas forcément très étonnant de la part des écologistes ou de certains écologistes qui, on le sait, sont quand même assez loin des réalités. On a vu ce qui s'était passé dans certaines mairies, certains maires nouvellement élus il y a 1 an et demi. Je pense au maire de Bordeaux, au maire de Lyon, qui avaient l'un évoqué la fin du sapin de Noël, l'autre du Tour de France. Voilà, ce sont des politiques qui finalement ont assez peu de sens politique en dehors de leur parti. Ils font tout ce qu'il faut pour contenter leurs militants, Madame Rousseau sans doute avec cette déclaration sur les Afghans, mais qui en dehors de leur parti laissent un peu les gens halluciner sur leur prise de position. Donc il y a un vrai décalage. Bien sûr, c'est le cas pour la sécurité avec Madame Rousseau. Madame Rousseau, dont je rappelle qu'elle est la candidate la plus radicale. Il y a quand même des gens un petit peu plus modérés. Je pense à Yannick Jadot qui, lui, est dans une forme d'écologie plus responsable, et je pense ne se permettrait pas de jouer sur ce terrain-là et de faire ce type de sortie. Alors, du côté du Rassemblement national, David Revaud-Dallon, tout le monde observe une hésitation à se positionner sur la crise sanitaire, sur les anti-vaccins, sur les défilés, comme s'ils avaient peur de perdre des voix dans cette aventure. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a bien compris que les extrêmes, extrême gauche et extrême droite, sont sans doute les partis les plus perméables à cette mobilisation à la fois anti-vax et anti-pass. On a vu d'ailleurs, à l'occasion des manifestations des dernières semaines, des défilés où il semble que les courants d'extrême droite étaient assez présents, avec bien sûr quand même des débordements antisémites assez marqués et assez saisissants. Ça veut bien dire que pour Marine Le Pen, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu électoral, il y a des gens, il y a des sensibilités, des courants de l'extrême droite qui sont fortement impliqués dans ces mobilisations. Pour autant, Marine Le Pen, qui est en quête de respectabilité, qui est en quête d'une image de responsable, capable d'exercer le pouvoir, et notamment bien sûr face à cette crise sanitaire, c'est compliqué d'emboîter le pas à des gens qui sont radicalement anti-vax, parfois avec des discours très franchement pas rationnel, voire même délirant. Donc, elle est un petit peu entre deux chaises, Madame Le Pen. Elle doit à la fois donner des gages à ceux de ses électeurs qui sont très fortement anti-vax, anti-pass, etc. Et en même temps, donner des gages de responsabilité aux autres. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une grande prudence, voire même du en même temps de la part du Rassemblement national et de ses dirigeants depuis l'introduction du pass sanitaire annoncé en juillet par Emmanuel Macron. On peut dire qu'il y a la même hésitation à se positionner sur la crise sanitaire du côté des Républicains, vous diriez cela ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que les Républicains cherchent la petite bête, bien sûr ne souhaitent pas donner un quitus à Emmanuel Macron à 8 mois de la présidentielle, ça c'est une évidence. Pour le reste, il s'agit d'un parti de gouvernement. Je pense que tous les débordements des anti-pass et des anti-vax, toutes les outrances, je pense que les Républicains, pour le coup, ne partagent pas d'abord ces convictions et cette ligne, et d'autre part, prennent leur distance nettement. Ils sont moins embêtés, si vous voulez, que Marine Le Pen, pour reprendre votre question précédente sur ce sujet-là.
Alors, on aura l'occasion de parler évidemment des autres candidats, notamment de l'incertitude autour de la candidature d'Éric Zemmour. Mais d'un mot, vous pensez qu'il ira? Difficile à dire. Vous savez, à quelques mois de l'élection présidentielle, on pense toujours connaître le scénario. La dernière fois, c'était Alain Juppé qui devait être président. La fois d'avant, c'était Dominique Strauss-Kahn. Voilà, je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé. Ça a été ni l'un ni l'autre. Donc, Éric Zemmour, en tout cas, il y a des gens qui poussent. On sent qu'il y a une demande du point de vue de l'électorat pour ce type de positionnement. Maintenant, je pense que ça dépend beaucoup d'un choix personnel, d'un choix de vie, d'une capacité à résister à l'épreuve de la présidentielle. Donc, moi, si vous me demandez de faire un pari, mon sentiment, je pense que le scénario va encore durer quelques mois et puis qu'à l'arrivée, il n'ira pas, mais ça n'est qu'un pari et je peux tout à fait être démenti par les faits assez vite. David Revaud-Dallon, merci. Michel Taubman, l'hypothèse d'une candidature d'Éric Zemmour s'étoffe quand même. On ne peut pas dire que ça va se décider. Il y a déjà une centaine de promesses de soutien à sa candidature et ça continue à tourner, là, les demandes de signature. Oui, alors Éric Zemmour illustre le livre de notre ami Laetitia Coppa sur la théorie du clown. Donc, c'est pas un clown, moi en tout cas, il me fait pas beaucoup rire, mais en tout cas de quelqu'un qui est hors système politique et qui viendrait troubler les jeux de la présidentielle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'appuie sur aucun parti. Qui n'a aucune expérience politique, sauf celle de commenter. Il a une grande expérience de la vie politique, mais il n'a jamais eu de responsabilité politique. Alors, à part ça, il ne faut pas sous-estimer Éric Zemmour. Il est crédité de 7% dans les sondages, et c'est vrai qu'il peut profiter dans un nouveau sondage. Il était en juin, il était crédité de 5,5%. Oui, c'est plus qu'Arnaud Montebourg qui a été ministre de l'économie, c'est presque autant qu'Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Donc, comme base de départ, ce n'est pas ridicule, ce n'est pas négligeable. Donc, on peut comprendre qu'il ait l'espoir de peser, non pas d'être président, mais au moins de peser au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Éric Zemmour vise plutôt la droite, c'est-à-dire l'électorat Fillon, qui ne vote pas qui est irréductible, qui serait irréductible au vote Marine Le Pen, et qui vise même à être celui qui rassemblerait la droite et l'extrême droite, mais sur une base plus à droite, sur un programme politique qui est plus à droite que celui de l'extrême droite. Et ça, c'est assez curieux, assez paradoxal. Voilà. Après, je suis très très prudent dans les pronostics. Je pense qu'il faut attendre et voir. Mais c'est vrai que Éric Zemmour peut miser aujourd'hui sur le trou d'air qui existe à droite, sur le fait qu'il n'y a aucun leader qui s'impose dans la droite traditionnelle. Alors, on va dire quelques mots quand même de ces nouvelles manifestations ce samedi contre le pass sanitaire. Le mouvement, manifestement, s'essouffle un peu. Les chiffres sont en baisse. Est-ce qu'il va continuer à s'effriter ou au contraire, est-ce qu'il va se renforcer dans les semaines qui viennent? Quel est votre sentiment, Michel Taubman? Écoutez, alors aussi, moi je ne suis pas devin, mais je pense quand même il y a quelque chose qui inciterait au recul du mouvement, c'est le fait que la majorité des Français se vaccinent et vivent assez bien le pass sanitaire. On est à près de 50 millions de primo-vaccinés, donc le pari du gouvernement est réussi de ce point de vue-là. Et en même temps, qu'il y a un mécontentement qui s'exprime de manière radicale, hors des syndicats, hors des revendications traditionnelles, et que ça, c'est la marque du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc là, les gens qui disent « Ah bah vous voyez, le mouvement a reculé ces dernières semaines », on était au cœur du mois d'août. Logiquement, le mouvement devrait reprendre en septembre. On verra la semaine prochaine. Mais le fait que les antivax aient rassemblé 150 à 180 000 personnes selon les chiffres officiels, c'est pas mal. Et normalement, ils devraient rassembler plus de gens la prochaine fois, sur la base de tous les mécontentements. Moi, je voudrais juste dire aux antivax qui nous écoutent ici, il y en a certainement qui écoutent Radio J, je respecte totalement les craintes que peuvent avoir les gens individuellement face au vaccin, etc. Mais quand même, dans un pays où la santé est mutualisée et où nous avons la chance que les soins sont pris en charge par la sécurité sociale, je pense qu'il faut accepter cette contrainte. Ou alors, il faut être cohérent comme les libertariens américains et dire... Le jour où je me mets à la place de quelqu'un qui refuse le vaccin,
je vous dis, le jour où vous êtes atteint du Covid et où vous êtes en réanimation, eh bien, refusez le remboursement par la sécurité sociale et demandez, ayez la dignité de le payer de votre poche. Mais je pense que là, les arguments des antivax sont irrecevables. Hein. Je veux dire, non pas la crainte individuelle qu'on peut avoir et qui est légitime, mais l'utilisation politique qui est faite de ces peurs, de ces craintes, etc., sont irrecevables et sont totalement inciviques. Et c'est la même chose. Sans parler des dérives oui, c'est ça, mais c'est la même chose que de refuser de payer l'impôt. Et des dérives antisémites, Anne-Sophie. Oui, j'allais rebondir là-dessus pour dire dans les raisons effectivement qui sont irrecevables. Ce qu'on voit surtout, c'est que derrière les arguments, il y a quand même très souvent des théories du complot, surtout sur le pass sanitaire, l'idée que, et puis sur le vaccin évidemment, mais l'idée qu'on veut nous contrôler, que c'est un État policier, que les comparaisons terribles qu'on a pu voir cet été avec le régime nazi, enfin on voit très vite donc l'antisémitisme, parce qu'il faut bien comprendre que l'antisémitisme c'est aussi une théorie du complot, c'est-à-dire c'est avant tout considérer que les Juifs fomentent un complot mondial. Donc c'est très très inquiétant. On l'a vu donc avec ces comparaisons entre le pass sanitaire et l'étoile jaune, des manifestants portant des étoiles jaunes. On l'a vu avec ce terrible phénomène du qui, #qui, donc qui se trouve derrière, etc. Et oui, tout ça, c'est très inquiétant, mais ça rappelle effectivement les mouvements contestataires du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça rappelle ce qu'on pouvait voir aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est à suivre de très près et puis à combattre avec la plus grande fermeté. Sauf que ce mouvement est moins populaire que les Gilets jaunes, Oui. parce que ces justifications sont jugées irrecevables par une majorité de Français qui ont un minimum de sens civique et qui savent aussi que le seul moyen de ne pas être confiné, c'est d'être vacciné et c'est d'accepter le pass sanitaire, même si c'est pas drôle tous les jours et même si c'est pas drôle, moi je n'aime pas porter un masque tout le temps. On peut comprendre ça, hein, mais je pense que le minimum de sens civique qui nous amène aussi à payer nos impôts, parce qu'on pourrait dire je veux pas payer les impôts parce que je suis pas d'accord pour qu'on construise des autoroutes ou qu'on construise des lycées à tel ou tel endroit, mais c'est totalement inacceptable et c'est un recul vraiment du débat politique qu'un certain nombre de leaders, notamment d'extrême droite, s'appuient là-dessus pour se refaire une santé. Je pense notamment à Philippot, à Dupont-Aignan, etc. Alors, un mot sur la campagne qui va s'ouvrir, la campagne électorale. Comment vous sentez à la fois la rentrée politique et le début de la campagne, Anne-Sophie? Pour revenir sur la candidature dont on parlait d'Éric Zemmour, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le nombre de candidatures. Je trouve que plus ça va, plus le nombre de potentiels candidats augmente. Je trouve que ça fait peur sur les suites de la campagne, sur les enjeux de l'élection, etc. Je crains aussi qu'avec plus de candidats aux extrêmes, que le débat se recentre de plus en plus vers des sujets populistes, que Macron soit plus ou moins forcé d'aller vers ces thèmes-là et faire un peu ce jeu d'équilibriste qui est toujours un peu artificiel pour remporter l'élection. Et j'avoue que j'ai pas hâte de cette campagne et j'espère que on va pouvoir recentrer le débat sur les sujets qui comptent pour la France et qu'on saura aussi être clairvoyant sur des sujets comme l'islamisme, l'antisémitisme, qu'il y ait des candidats à même d'avoir une parole de vérité sur ces sujets et pas seulement une parole politicienne. Michel Taubin. Je suis entièrement d'accord avec Anne-Sophie, donc je n'ajouterai pas un mot. Très bien. On n'ajoutera pas un mot non plus. Je voulais qu'on évoque le sujet, mais il faudrait avoir du temps et puis vérifier cette déclaration du pape François sur une déclaration assez incompréhensible lors d'une audience le 11 août dernier. Il a fait une déclaration à propos de la Torah qui ne donne pas la vie, qui n'est pas un accomplissement. C'est une déclaration qui a ému un certain nombre de rabbins qui ont demandé des éclaircissements, d'autant qu'elle vient contredire de nombreuses déclarations qui ne vont pas dans le même sens de la part du pape François. Donc, sauf si vous y tenez, on va laisser ce sujet. Faut savoir. Oui. Non, mais alors dites un mot quand même.
Alors moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai publié une enquête sur l'Église catholique, je sais pas, bon, très spécifique, et j'avais interviewé un prêtre, donc de la génération, quelqu'un qui doit avoir aujourd'hui 70-75 ans, donc d'avant Vatican II, et il m'avait dit, j'ai attendu d'avoir 25 ans pour comprendre que les Juifs existaient encore aujourd'hui, car je pensais que les Juifs étaient les Hébreux et qu'ils n'avaient plus de raison d'être après la naissance du christianisme. Et ça, c'est la théologie traditionnelle de l'Église d'avant Vatican II, ce qu'on a appelé la théologie du mépris. Et c'est une théologie qui nie l'existence, le droit à la survie et à l'existence légitime du judaïsme en tant que religion avec laquelle on discute d'égal à égal après l'avènement du christianisme. Et alors, est-ce que c'est très contre ce qu'a dit le pape, s'il l'a dit vraiment parce qu'il faudrait Oui, il faut resituer ça dans le contexte. C'est totalement en rupture avec la politique de l'Église catholique depuis 50 ans. Et avec ses propres positions. Voilà, mais c'est peut-être tout simplement l'inconscient, c'est-à-dire du jeune séminariste qu'il était en Argentine il y a 60 ans, 65 ans, et qui a dit tout simplement, voilà, ce qu'il pensait quand il était jeune et ce que pensaient beaucoup de catholiques avant. Mais je pense qu'il faut être très prudent, évidemment. Ces déclarations sont scandaleuses, parce qu'elles nient l'existence du judaïsme aujourd'hui. Elles font du judaïsme quelque chose qui est mort. Voilà, et c'est ça, c'est en ça. Un anachronisme. Un anachronisme, voilà. Absolument. Et c'est évidemment très grave, mais il faut aussi, voilà, il faut être très prudent avant de juger. Il faut attendre quand même des éclaircissements, mais on est en droit d'attendre puisque ça vient du pape et pas d'un prêtre, de n'importe quel prêtre. Ça vient du pape. On est en droit de demander des éclaircissements. Nous terminons sur le coup de cœur. Votre coup de cœur, Anne-Sophie Seban. Alors moi, j'aimerais vous parler 1 minute de Masih Alinejad, qui est une journaliste militante des droits de l'homme d'origine iranienne, exilée aujourd'hui aux États-Unis. C'est une femme d'un courage extraordinaire qui avait initié plusieurs mouvements de désobéissance civile en Iran, notamment pour encourager les femmes à ne plus porter le hijab, celles qui le souhaitaient, et dont la famille a été menacée. Son frère a été arrêté à plusieurs reprises. Au mois de juillet, elle a échappé à une tentative de kidnapping aux États-Unis. Elle est sous haute protection du FBI. Et le secrétaire d'État, d'ailleurs, Anthony Blinken, avait fait quelques déclarations pour la soutenir. Elle aide aujourd'hui les femmes afghanes qui souhaitent quitter l'Afghanistan. Voilà, j'aimerais lui rendre hommage pour son courage et sa détermination. Oui, alors moi, Michel. Moi je voudrais rendre hommage aux athlètes afghans et afghanes, puisqu'il y a des femmes parmi eux, qui ont réussi à se rendre à Tokyo pour participer aux Jeux paralympiques, qui étaient encore il y a 10 jours dans l'enfer de Kaboul, qui ont réussi à s'enfuir grâce à notre aide, grâce à l'aide occidentale, et rendre hommage à leur courage. Et quand même, le fait qu'aujourd'hui, des athlètes paralympiques d'Afghanistan défendent le drapeau de leur pays, ça prouve que peut-être ces 20 années n'ont pas été totalement inutiles. Le fait que des femmes afghanes aujourd'hui puissent exister, puissent adhérer à certaines valeurs et demander l'égalité des hommes et des femmes, notamment dans la pratique du sport, surtout quand on est paralympique, eh bien c'est quelque chose qui doit être encouragé et qui est peut-être une lueur d'espoir dans cette actualité bien sombre. Et moi, si vous permettez, j'ai déjà donné mon coup de cœur, c'est Olivier Weber, Massoud, le rebelle assassiné. Et Olivier Weber, qui est un journaliste qui a beaucoup écrit sur Romain Gary, et il fait le rapprochement entre le Panchir du commandant Massoud et le Kurdistan, et il dit 2 conflits qui sont à la fois justes et perdus, et perdu en 2 mots, parce que le monde ne regarde pas de ce côté-là. Voilà, c'était le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche matin, avec cette semaine David Revaud-Dallon, Anne-Sophie Seban et Michel Taubman. Bon dimanche à tous.